Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui donc des leçons tirées du projet de réponse aux épidémies de rougeole dans la région du Katanga en RDC sur 2021-2022. Beaucoup d'entre vous connaissez très bien le contexte de la rougeole en DRC. Il y a des épidémies récurrentes. Voilà les données historiques. La plus grosse épidémie, historiquement, a eu lieu entre 2018 et 2020 avec plus de 7800 décès déclarés. Et il y a une épidémie toujours en cours depuis 2021. La raison pour laquelle ces épidémies reviennent, c'est essentiellement qu'on a une couverture vaccinale très faible à travers l'ensemble du pays. Comme vous le voyez sur la carte, dans de nombreuses régions du Régi, l'intervalle de 3 ans entre les rappels de doses est insuffisant pour prévenir les épidémies. En plus, dans de nombreuses de ces régions, on a des difficultés d'accès, ce qui se traduit par un taux de létalité élevé pendant les épidémies de rougeole. MSF a mis en place un projet de lutte d'urgence contre la rougeole en 2018. On a révisé cette stratégie en 2021. Le projet OGEPI couvre les 4 provinces de la région du Katanga. L'objectif du projet, d'un point de vue épidémiologique, est d'améliorer les stratégies de prévention et de riposte aux épidémies de rougeole et comprend plusieurs activités comme les activités de vaccination préventive, un volet surveillance, la confirmation biologique par analyse biologique des épidémies, les interventions dont les campagnes de vaccination et la prise en charge des cas, ainsi que la recherche opérationnelle. Ce projet URGEPI utilise une approche ciblée, repose sur une approche ciblée, c'est-à-dire que on donne des priorités aux zones de santé à haut risque et on les identifie, ces zones de santé à haut risque. Qu'a-t-on appris de nos activités sur ces 2 dernières années? D'abord, est-ce qu'on a bien sélectionné les zones de santé prioritaires et quel a été l'impact des activités préventives mises en place dans ces zones prioritaires? Deuxième partie de ma présentation, j'évoquerai la manière dont on a essayé de choisir les systèmes d'alerte les plus pertinents alors qu'il y avait plusieurs alertes simultanées. Quel a été l'impact de nos interventions pendant ces épidémies de rougeole? Donc, URGEPI est basé sur une approche ciblée en fonction du risque. À l'origine, on ciblait les 68 zones de santé, mais on les a divisées en zones prioritaires et non prioritaires. Les zones de santé non prioritaires, il y en avait 48. Dans les 4 provinces, il y avait déjà des protocoles d'accord entre MSF et le MOH pour permettre une bonne collaboration pendant les activités de surveillance et d'intervention. Plus on avait de surveillance, et puis la surveillance était basée sur les données nationales de surveillance. On a mis en place un système de détection des alertes qu'on a investigué et puis mis en place des interventions. Dans les zones prioritaires, il y en avait une vingtaine. Les mêmes activités étaient en place et on en a rajouté, comme la vaccination préventive. Dans certaines zones de santé prioritaire, on a une surveillance renforcée qui nous permet d'intervenir plus rapidement en se fondant sur des données avec une granularité spatiale plus fine. On apporte du soutien pour les investigations sur les flambées et on apporte aussi un soutien avec les moyens de confirmation biologique. Et puis on a établi les priorités donc pour mettre en place des interventions ciblées. Comment a-t-on sélectionné ces zones de santé prioritaires en 2021-22? En fait, c'est un modèle en fonction de la classification de risque, les paramètres, couverture vaccinale, nombre estimé d'enfants non vaccinés, nombre estimé d'enfants susceptibles d'attraper la rougeole, et enfin une priorisation et classement. En plus de ces critères, de ces classements, on a pris en compte d'autres critères. En 2021, on a décidé de se concentrer sur la province du Haut-Katanga pour des raisons logistiques, et on a combiné le modèle de risque avec une analyse de risque alternative dans la province du Katanga. Donc, on a fini par sélectionner 21 zones de haute priorité, 11 dans le Haut-Katanga et les autres réparties dans les autres provinces. En 2022,
on a décidé de sélectionner 5 aires de santé par province en fonction du classement des risques. Et pour des raisons de facilité de collaboration, on a exclu les zones qui avaient déjà connu des fortes épidémies ou des campagnes de vaccination. Donc, on a fini par avoir 20 zones prioritaires début 2022 et cela s'est réduit, enfin, au début 22 et on n'en a eu plus que 9 mi-2022. Après ces 2 années d'activité, on peut se demander est-ce qu'on a priorisé les bonnes zones de santé. On peut utiliser 2 paramètres. D'abord, la proportion de zones de santé qui ont connu de fortes épidémies avec au moins 500 cas, ou on peut aussi regarder la taille médiane de ces épidémies. Là, on voit la comparaison des fortes épidémies qu'ont connues ces zones prioritaires et les zones non prioritaires. On a comparé celles qui ont été priorisées en 2021 ou de 2022 à mi-2022 ou de 2021 jusqu'à la fin 2022. À chaque fois, on les comparait avec les zones qui n'avaient pas encore été établies comme prioritaires. Vous voyez que la proportion de aires de santé avec des fortes épidémies était plus élevée dans les zones prioritaires en jaune que dans les zones non prioritaires en bleu. C'était un peu moins prononcé en 2022 qu'en 2022. Même chose pour les épidémies de taille moyenne. Vous voyez la ligne qui sort de chaque carré. La taille médiane est plus élevée dans les zones prioritaires que dans les zones non prioritaires. En 2022, les zones prioritaires ont aussi connu de plus petites épidémies, ce qui a fait que la différence était un peu moins significative. Comme je vous le disais, nous avons introduit la vaccination préventive dans certaines de ces zones prioritaires. Mais avant d'étudier l'impact de ces activités de prévention, il faut regarder ce qui s'est passé dans les zones prioritaires qui n'avaient pas connu de campagne de vaccination préventive. Vous voyez l'occurrence de l'épidémie était plus élevée dans les zones prioritaires non vaccinées. 9 sur 10 de ces zones ont connu de fortes flambées quand il n'y avait pas eu de campagne de vaccination préventive. La vaccination préventive a été mise en place dans 9 aires de santé prioritaires en 2021 et vous voyez que la vaccination préventive a sans doute permis d'éviter 6 épidémies dans 6 des 9 zones prioritaires où on a vacciné. Les épidémies qui sont déroulées dans ces zones étaient dues à une faible couverture vaccinale. À Kilwa, la vaccination était sélective. À Kikonja et Manono, en fait, on a vu qu'il y avait une très faible couverture vaccinale. Donc, on a pu conclure que notre méthode pour prioriser les aires de santé a bien marché, mais peut-être y avait-il de nouvelles méthodes, de meilleures méthodes. On a cherché des méthodes alternatives, par exemple d'utiliser un classement basé sur un modèle qui ne tient pas compte des critères de logistique ou de collaboration, et puis un classement par couverture vaccinale où la couverture la plus faible, bien sûr, serait la plus forte priorité. Pour chacune de ces approches, on a choisi les 5 premières aires de santé par province. C'est une meilleure approche que celle qu'on a utilisée en 2022, où on s'est demandé s'il valait mieux choisir les 20 zones les plus importantes dans toute la région, plutôt que par province. Autre critère, choisir des zones avec une couverture vaccinale inférieure à 40%, basée sur une analyse des données historiques qui a étudié les caractéristiques des aires de santé qui connaissaient des épidémies fréquentes. Alors là, la proportion d'aires de santé qui ont connu de fortes priorités comparées aux zones non prioritaires, sur ces paramètres, on voit que généralement, pour les 2 approches, l'approche des 20 premières aires de santé fonctionne mieux que l'approche des 5 premières. Et puis, la couverture vaccinale des top 20 est légèrement meilleure que l'approche basée sur le modèle des top 20, donc la couverture vaccinale marche mieux. Et puis, il y avait une différence plus prononcée dans la proportion d'aires de santé qui ont connu des épidémies entre les zones prioritaires et non prioritaires.
et la sélection était même meilleure qu'en 2021. Donc utiliser ces critères de seuil simples peut constituer une option de sélection plus simple et plus efficace. Résumé de la première partie, la priorisation s'est effectuée ces dernières années, a bien marché, surtout en 2021, mais on peut remplacer cette méthode par une autre méthode de sélection plus simple et plus efficace, simplement en se basant sur une couverture vaccinale inférieure à 40%. Vaccination préventive, l'impact a été clair, ça a permis d'éviter 6 épidémies, mais il faut sans doute améliorer la couverture vaccinale pour améliorer l'efficacité des campagnes préventives. Je passe à la deuxième partie de la présentation. Alors, comment choisir les alertes les plus pertinentes et quelles sont les conséquences sur les interventions? Alors, le système d'Urgepi met en regard des statistiques, des métriques positives et négatives pour maximiser les patients qui sont couverts par les interventions et détecter les flambées aussitôt que possible et minimiser également le risque de fausses alarmes. Et donc, on a un système très équilibré dans les zones non prioritaires, 20 cas suspectés par semaine, ou 35 cumulatifs, 3 cas confirmés sur 4 semaines. Pour les zones prioritaires, un seuil plus sensible pour détecter plus tôt, avec 10 cas suspects par semaine ou 15 cas cumulés sur 3 semaines ou un cas confirmé sur 4 semaines. Alors, comme on le voit ici, cela dit, surtout pendant la phase épidémique en 2022, le système d'alerte nous a donné beaucoup d'alertes actives simultanément, beaucoup plus que ce qu'on pouvait gérer opérationnellement. Et donc, on s'est dit, voilà, comment choisir les bonnes alertes. Alors, avec un algorithme qui nous donne un score en fonction de notre compréhension des facteurs de risque d'avoir une grosse épidémie. Cet algorithme comprend des indicateurs de tendance épidémiologique, à savoir nombre de cas, tendance du nombre de cas, létalité et la confirmation biologique, mais également des indicateurs sur le contexte épidémiologique, à savoir est-ce que c'est une zone de santé prioritaire, quelle était la dernière épidémie, quelle était sa taille, la couverture vaccinale, est-ce qu'il y a des zones de santé adjacentes avec une épidémie. Donc cela nous a permis d'avoir un score. Enfin, la décision définitive prend en compte d'autres critères difficiles à introduire dans l'algorithme, à savoir est-ce qu'on a réagi trop tard avec notre intervention, est-ce qu'il y a eu des aspects logistiques, de sécurité ou d'autres partenaires présents. Alors, est-ce que ces scores fonctionnent pour l'identification des grosses épidémies? Là, on a comparé les deux mêmes jeux de métriques, à savoir proportion de zones de santé avec des grosses épidémies ou la taille médiane des épidémies. On voit ici que la proportion des zones de santé avec grosses épidémies augmente en fonction du score d'alerte, même si on a recommandé l'utilisation du score en continu et un score supérieur à 11 avec une sensibilité équilibrée et avec la spécificité. Et on sait qu'un score supérieur à 13, on a de grandes épidémies qui sont presque certaines. La médiane a augmenté avec le score d'alerte, ce qui est une bonne nouvelle. Est-ce qu'au bout du compte, on a pris les bonnes décisions d'intervention ou est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Eh bien, sur ces 68 zones de santé dans le Katanga, MSF a mis en place une vaccination réactive dans 21
12 zones n'ont pas fait l'objet de vaccination alors qu'elles avaient des grandes épidémies. 6 zones ont été vaccinées par le ministère de la Santé. Donc, 6 grandes zones avaient des grandes épidémies, pas de vaccination. Est-ce qu'on aurait dû prendre une autre décision? Eh bien, 3 de ces zones de santé avaient eu des épidémies assez prolongées et relativement avec un plateau. Donc, ça aurait été difficile de prendre une autre décision. Dans une zone de santé, cela dit, le score d'alerte a augmenté assez tard dans l'épidémie en raison d'une progression inhabituelle. Et dans 2 zones de santé, les décisions ont reposé sur l'évaluation de la capacité du MOH ou le positionnement d'autres partenaires. Ça a donné évidemment plus de difficultés dans la prise de décision. Alors, la vaccination, qu'est-ce qui s'est passé 4 semaines après la vaccination pour qu'on ait quand même déjà une couverture? On voit ici le nombre de cas avant vaccination et à 4 semaines après. On peut conclure qu'il n'y a pas eu de persistance de l'épidémie après la vaccination, enfin en tout cas des nombres très limités. En fait, la surveillance sur la base des échantillons biologiques ont montré qu'il y avait surtout des cas de rougeole. Est-ce que ces zones de santé vaccinées par MSF ont eu de plus petites épidémies? Eh bien, le taux d'attaque épidémique était 3 fois supérieur dans les zones vaccinées par MSF par rapport à celles vaccinées par le MOH ou celles non vaccinées. Il est impossible de mesurer l'impact sur la base des nombres de cas ou des taux d'attaque. D'abord parce que c'est vrai qu'MSF ciblait les zones avec beaucoup d'épidémies, avec une grande épidémie, mais aussi on a le fait que la gratuité attire aussi des cas. On a aussi une influence de la durée d'épidémie qui était à moitié de la durée de celle des zones non vaccinées. Et on a à peu près la moitié des cas qui sont arrivés avant le pic et l'autre moitié après le pic. Alors si on suppose cette symétrie de l'épicourbe, on pourrait penser que si on réduit la durée de moitié, on peut avoir ici une couverture de 50% des cas par la vaccination MSF. Le retard à la vaccination, le temps à vaccination, ici, depuis après la notification des 20 premiers cas, en général, la vaccination MSF intervient bien avant celle du MOH. MSF a vacciné 8 semaines après les 20 cas notifiés, c'est-à-dire 2 semaines avant que l'on puisse envisager le pic épidémique sur la base de nos données historiques. On a aussi un taux d'attaque qui augmente avec le retard à la vaccination. Donc, c'est vrai que si on intervient plus tôt, on a plus d'influence. Le choix de nos alertes, on a été guidé par eux de manière utile. Les conséquences de la campagne réactive, eh bien, la taille de l'épidémie n'est pas un bon indicateur de ses effets, mais on a quand même noté une durée réduite de 50% de cette épidémie dans les zones vaccinées par MSF. Pour conclure, cette approche ciblant le risque à Orogepi a permis d'avoir des activités préventives et réactives pour limiter l'ampleur de l'épidémie de rougeole dans plusieurs zones de santé du Katanga en 2021-2022. La vaccination préventive dans les zones de santé identifiées comme à haut risque est une stratégie puissante, surtout dans les zones où c'est difficile d'avoir des interventions réactives.
le système de score d'alerte a permis de prendre des décisions efficaces en matière d'intervention et on voit qu'il faut limiter autant que possible le retard de vaccination pour maximiser l'impact de l'intervention. Les stratégies devraient peut-être être mieux adaptées localement pour augmenter l'impact des campagnes de vaccination. Je voudrais remercier nos collègues. Bon, je n'ai pas pu tous les citer. Et puis, il y a aussi les collaborateurs du ministère de la Santé qui sont remerciés ici.